Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Hey! Salut tout le monde! J'espère que vous avez passé une belle semaine. J'espère que vous allez bien. On a un petit redout. C'est-tu le fun un peu? Je suis capable de tourner à l'extérieur, pas trop au froid, puis être capable de parler, pas être gelé bien raide. La question quiz, la question quiz, la question quiz. Comment dire? Vous n'avez pas été nombreux à répondre, vous n'avez pas répondu personne en fait. J'aimerais ça que vous m'écriviez ou vous commentiez sous la vidéo sur YouTube pour me dire si c'est le prix qui n'est pas assez élevé. Parce que 10 $ d'une carte cadeau chez Subway, je sais que c'est pas le gros char comme on dit dans l'expression. Mais si vous avez des idées, des suggestions de prix, allez-y en commentaire, allez-y sur notre courriel. N'hésitez pas, envoyez-moi ça, ça va me faire plaisir de prendre ça en considération. Donc peut-être que pour la semaine à venir, ce que je vais faire, c'est que je vais vous relancer la même question, puis je vais vous laisser une semaine de plus dans le fond là, pour répondre à la question quiz. Donc la question quiz, nommez-moi 3 services que la télé communautaire vous offre. Nommez-moi 3 services que la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays vous offre. Donc, allez-y en commentaire sous la vidéo sur YouTube ou tout simplement nous écrivant un courriel au tcbh@outlook.com ou en nous écrivant sur tcbh.tv. Cette semaine, une grosse édition chargée en reportages. Donc, il y a des semaines comme ça il y a beaucoup plus de reportages, mais il y a d'autres semaines ou des mois qui se passe absolument rien. Habituellement, le mois de février, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais il faut creuser un peu plus pour vous trouver des sujets intéressants. Mais c'est ça, cette semaine, vous allez voir, c'est assez chargé en contenu. Iliana s'est rendue à la Maison de la famille des Basques parce que celle-ci lançait le coffre à outils des papas des Basques le 21 novembre. Également, Iliana a eu une entrevue avec Louis-Philippe de Grandpré du collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent pour la concertation des populations vulnérables. Le 24 novembre, je me suis rendu au marché de Noël de l'Île Verte à l'école Moisson d'Or. Plusieurs exposants y étaient de toutes sortes. Également, le 24 novembre, Ghislain s'est rendu à Saint-Jean-de-Dieu pour le lancement du livre « L'histoire des moulins à scie de Saint-Jean-de-Dieu ». Du 22 au 24 novembre, c'était le tournoi de quilles, la classique des Basques au salon de quilles des Basques de Trois-Pistoles, qui réunissait 40 équipes du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et même du Maine pour une bourse de 6 000 $. Donc, c'était pas rien. Le 26 novembre, je me suis rendu au caveau des Trois-Pistoles pour la présentation du documentaire Chef de brousse de Nicolas Paquet, donc un réalisateur bas-laurentien. Chef de brousse, c'est quoi? On suit 3 chefs cuisiniers dans leur mésaventure culinaire. Et devant l'imminente fermeture de récupération des Basques pour aller vers le virage VIA, une entreprise de Lévis, mais qui a une usine à Rivière-du-Loup, donc Iliana est allée rencontrer les responsables de ce dossier. Et finalement, c'est pas pour rien pourquoi je suis venu tourner ici aujourd'hui à Saint-Jean-de-Dieu, c'est que dans l'émission Dans nos régions, la semaine prochaine, vous allez avoir droit à la drague de motoneige MS-ARF de l'année dernière qui avait lieu justement au terrain ici derrière. Donc sans doute qu'on va filmer encore cette année. C'est toujours aux alentours du mois de janvier. Donc si vous êtes dans les environs de Saint-Jean-de-Dieu dans ces dates-là, au mois de janvier, venez voir ça, la drague de motoneige MS-ARF. C'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de motoneige. C'est vraiment intéressant à regarder. Puis si jamais vous avez un peu froid, la télé communautaire, on projette la drague à l'intérieur de l'aréna. Donc, vous pouvez regarder ça au chaud dans l'aréna. C'est encore plus confortable avec un bon petit chocolat chaud. Donc, nous autres, on se laisse pour les reportages et on se voit un peu plus tard au courant de l'émission. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la Maison de la famille. Merci d'être ici en si grand nombre ce matin, c'est vraiment plaisant de vous voir. Alors, je m'appelle Laurie Vaillancourt, je suis directrice de la Maison de la famille et je vais agir aujourd'hui à titre de maître de cérémonie. Alors, je vous présente mes collègues Denis Lachance qui est intervenant au projet de paternité de la Maison de la famille.
Et Tania Gagnon-Alpha, qui est coordonnatrice des Douces Mères, qui est le groupe d'allaitement ici dans les Basques. On va parler ce matin d'un coffre à outils qui a été réalisé pour les papas en devenir et les papas qui sont déjà papas. Et on va aussi parler du concours photo pour valoriser la paternité dans la MRC aussi. On entend toujours des discours de mères, dans le fond, dire à quel point leur conjoint est peu présent dans le soin des enfants et le partage des tâches. On a aussi remarqué que les activités sont fréquemment et majoritairement, dans le fond, fréquentées par des pères qui ont des enfants de 3-4 ans et plus. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a mis sur pied, dans le fond, un coffre à outils à l'usage des pères de la grossesse à 2 ans. L'idée, dans le fond, c'est de sensibiliser les pères dès la grossesse, la naissance et les premières années de vie, quant à l'importance de leur rôle, de leur implication dans l'équipe parentale. Pour le concevoir, j'ai rencontré 9 pères de tout horizon, de la MRC des Basques, avec lesquels je me suis entretenu pendant une bonne heure. Et de ces entretiens-là, j'ai dégagé plusieurs thèmes avec lesquels on a travaillé en équipe de travail Cosmos, les partenaires de la table du comité rôle de modèle. Et quelques références utiles. Dans le fond, on a des références qui sont plutôt générales, donc des sites web, des blogs, quelques livres qui peuvent être intéressants, des vidéos, mais on a aussi des références locales qui peuvent être utiles aux pères, aux parents. Depuis qu'on l'a sorti de la presse et qui est tout chaud, il a été remis au ministre de la Famille. C'est quand même pas rien. Le ministre de la Famille qui s'est vu emballé par le coffre. Donc, on voit quand même déjà l'engouement après quelques semaines de sortie du coffre. Tout d'abord, la Douce Mère, c'est le groupe d'entraide à l'allaitement. On est 7 marraines d'allaitement formées qui sont là pour aider les mamans, les couples à vivre une expérience enrichissante de l'allaitement. Dans ce dossier-là aussi, il y a eu beaucoup d'histoires d'horreur, beaucoup de « j'ai été forcée », là, je me suis fait dire « il faut que t'allaites ». Dans le fond, l'allaitement, c'est un choix. Mais à partir du moment qu'on fait le choix, il peut y avoir plusieurs difficultés et les marraines sont là pour aider et outiller les mamans et les papas. Là où on a un rôle dans le coffre à outils, c'est qu'on a entendu souvent des mon chum ne veut pas que j'allaite parce qu'il veut s'impliquer ou je veux pas toujours allaiter, que mon chum ne peut jamais donner de biberon, c'est moi qui peux se lever la nuit. Donc on a créé le signet ici avec des conseils pour les papas sur comment vous pouvez vous impliquer dans l'allaitement pour accompagner votre femme. Il y a des gestes que vous pouvez poser pour réduire la charge, mais aussi le support moral et psychologique pour votre femme est aussi très important. Puis, être au courant des ressources. Ici dans les Basques, nous, les marraines d'allaitement, quand ça dépasse nos ressources, que c'est un côté plus médical, on est en contact avec l'infirmière. Il y a des IBCLC, qu'on appelle des consultantes en allaitement. Donc, on est en contact avec tous ces gens-là. Souvent, les mamans font l'erreur d'attendre d'être rendues au bout du rouleau, de ne plus savoir quoi faire avant d'appeler, mais juste un petit conseil, c'est-tu normal telle chose? Donc les papas peuvent rappeler à leur femme aide, on appelle pas le groupe d'entraide, ils vont nous répondre. Alors, dans le fond, toujours dans l'optique de valoriser la paternité, avec les partenaires Cosmos, la Maison de la Famille, on s'est dit que ce serait vraiment génial d'offrir une visibilité aux pères de la MRC. Donc, on lance officiellement aujourd'hui un concours photo qui est ouvert à tous les pères, dans le fond, de la MRC. Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Louis-Philippe de Grandpré, je suis agent local d'accompagnement à l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale. Alors l'Alliance est une démarche concertée qui cherche à identifier les meilleures stratégies pour notre communauté en matière d'inclusion sociale et de lutte à la pauvreté. Donc on est en train de chercher à mobiliser les citoyens pour être capable de dresser un portrait qui représente le mieux possible les défis quand on vit la pauvreté au quotidien, que ce soit sur le plan de l'alimentation, du logement. Ça va être à vous de nous dire sur quoi vous voulez travailler.
Pour participer, il y a une grande table qui est organisée le 12 décembre prochain. Donc, les intervenants des différents milieux, que ce soit le milieu scolaire, le milieu institutionnel, le milieu communautaire, mais aussi on veut qu'il y ait des citoyens et citoyennes qui soient assises autour de cette table-là. L'objectif de cette table-là, c'est de dresser le portrait le plus fidèle possible aux réalités vécues par les personnes vivant en pauvreté pour pouvoir investir les sommes de manière judicieuse et pérenne dans le milieu. Si vous êtes intéressé à vous impliquer dans la démarche de l'Alliance pour venir donner votre opinion, mais aussi prendre part aux grandes décisions qui vont être prises cette journée-là, je vous invite à me contacter à partir de mes coordonnées qui vont être présentes ici dans le bas de l'écran. Et ça va me faire un plaisir de répondre à vos questions, mais aussi de vous accompagner tout au long de la démarche. Aujourd'hui, c'est la 18e édition du marché de Noël de l'Île Verte. C'est ouvert le samedi et le dimanche. Donc là, on est le dimanche, c'est la dernière journée. Donc on est ouvert de 10h à 16h. On a plein d'activités. On a environ 37 exposants de toutes les sortes. Donc on a art textile, artisanat, agroalimentaire, tout ce qu'il y a pour faire des cadeaux de Noël pour tous les prix. Oui, on a eu plus de 300 personnes qui se sont déplacées, donc on était vraiment satisfaits. Puis il y a eu une couple d'activités. On a eu Mickey Mouse qui est venu, le Père Noël. Le Père Noël d'ailleurs revient aujourd'hui pour les petits. On a aussi des mini-chevaux, puis Marie Libellule qui fait des beaux maquillages. C'est des bénévoles qui s'occupent avec le soutien de la municipalité de l'Île Verte. Puis on a plusieurs partenaires aussi qui nous aident à payer tout ça, tout ce beau marché-là, comme Desjardins au Promutuel, le marché des îles aussi qui nous aide aussi là-dessus. Donc on est bien contents de notre marché de Noël. Différents produits. Vous avez des beaux emballages cadeaux, de la tire, du beurre d'érable, de la cassonade, des bonbons. Ce sont toutes faits à la main dans notre érablière à l'Île Verte, sur le coteau des érables. Aussi, pendant le printemps, on a des repas à la cabane avec un traiteur. Les gens sont le bienvenu du milieu de mars aller jusqu'à la fin d'avril. On est ouvert sur le coteau des érables. Je dirais que c'est une ancienne technique, des napperons au crochet qui a quand même pas mal de patrons, tandis que ça, c'est des recherches. Et je le tiens parce que c'est rare, il n'y en a pas beaucoup. Puis je veux que tellement que les gens ont ça dans leur belle maison, ça peut aller en n'importe quel, disons qu'il y ait du style canadien ou européen, ou ça fait ressortir. Vous pouvez les mettre aussi dans des cadres, ce qui fait une autre décoration. Et je suis à Rivière-du-Loup, puis j'ai tout ça à la maison. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Ça doit faire une trentaine et plus. Vous êtes donc une passionnée? Je suis très passionnée et je voudrais que tout le monde ait ça dans leur maison parce que c'est vraiment beau et c'est surtout spécial.
utilise des produits chocolatés à partir de l'érable. On va faire 2 caramels, la fleur de sel ainsi que celui aux algues gaspésiennes. Donc, c'est un caramel fait totalement à partir d'ingrédients prélevés au Québec. Ensuite, on va faire un velouté. C'est une base de caramel et chocolat noir, ainsi que 2 beurre de poire, ainsi que celui aux pommes. Alors, tout ça se présente dans différents types d'emballages, où on va réaliser également des chocolats aux fruits, où le fruit se trouve à l'intérieur. Cette entreprise-là a été fondée en 2000. Nous, l'idée, c'était de présenter ou d'offrir aux consommateurs la possibilité de consommer de l'érable à l'année. On va faire plusieurs salons régionaux, surtout dans le temps des fêtes, mais on se trouve à temps plein au BIC. On a un atelier de production dans notre résidence. C'est disponible sur tous les dépliants touristiques. C'est Yannick Ouellette de Saint-Hubert qui fait des chocolats. Donc, on a une bonne gamme là, au niveau des suçons, au niveau des chocolats avec imprimé, les coffrets avec les chocolats fourrés. Il y a aussi dans tout ce qui est bonbons, jujubes, des cônes, des petits sacs de jujubes. Les chocolats, bien, on a nos barres qui sont très populaires. On a des cherry blossom. Il y a vraiment de tous les goûts pour tous les âges. Bien, on est à Saint-Hubert. Il n'y a pas de boutique pour le moment. Prochainement, on veut être en ligne. Il y a toujours possibilité de contacter Yannick aussi par Internet là, pour des commandes spéciales. Ça fait plusieurs années depuis qu'il a arrêté de travailler qu'il fait du tricotin. C'est lui-même qui a fait son tricotin. Puis là, il fait des jetés, des tubes, des foulards, des gnomes là, pour les bouteilles de vin, les pots de conserve, les bouteilles d'eau. Mais il y en a plusieurs aussi qui mettent leur cellulaire là-dedans. Des petits pantoufles de bébé, des couvertures de bébé. Fait que ça y passe le temps. Bienvenue. Alors, moi, je suis passionné des instruments d'écriture. J'ai commencé comme ça, à fabriquer des stylos, des plumes, des porte-mines, avec des bois d'ici, du Québec ou d'ailleurs. Et c'est devenu une passion. J'ai commencé ça tranquillement, c'est devenu une passion. Et à la longue, il y a des clients qui me demandaient d'autres choses. Alors, j'ai augmenté la gamme des produits. Je fais des découseurs pour les personnes qui font de la couture, des ensembles de crochets, des porte-clés, des articles de vanité comme des miroirs, des piluliers, enfin, plein de choses. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Je fais ça depuis une dizaine d'années. Oui, depuis une dizaine d'années et j'ai toujours la même passion qu'au début, quoi.
l'histoire des moulins à scie de Saint-Jean-de-Dieu, c'est un travail de moine. Et surtout un travail de professionnel. En effet, depuis une dizaine d'années, les deux auteurs ont bûché à la confection de cet ouvrage. Bûcher, ça se rapporte au bois, là, pour ça. Germain Bélanger, c'est un ingénieur forestier. La forêt, c'est sa branche. C'est lui qui a rédigé le bonhomme, c'est ça? Et Serge Rioux, c'est un passionné d'histoire. Une encyclopédie à lui seul pour toute l'histoire de Saint-Jean-de-Dieu. En fait, pour les gens qui connaissent moins nos deux auteurs, je voulais vraiment prendre la peine de dire qu'est-ce qu'ils ont accompli puis qu'est-ce qu'ils sont dans la vie de tous les jours. M. Serge Rioux est un forestier qui s'est mérité un 3e prix de l'Agence de la mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent pour la qualité de l'aménagement de son boisé. C'est une encyclopédie vivante sur la généalogie et l'histoire, comme l'a mentionné M. Bélanger. Il est membre à vie de l'Association des familles Rioux d'Amérique. Il est membre à vie de la Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles. Il est membre de la Société d'histoire et de généalogie de Rimouski. Il est membre de la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup. Et c'est un passionné de l'histoire des moulins à scie de Saint-Jean-de-Dieu. Quant à M. Germain Bélanger, il est bachelier en sciences appliquées de l'Université Laval. Il est membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Il est membre à vie de la Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles. Et il est un passionné de l'histoire des moulins à scie de Saint-Jean-de-Dieu. Oui, bonjour, Ghislain Vachon, ici à Saint-Jean-de-Dieu pour la TCBH. Je suis en compagnie de M. Germain Bélanger et de M. Serge Rioux. Ce sont les co-auteurs du livre « L'histoire des moulins à scie de Saint-Jean-de-Dieu ». Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Oui, donc, ça vous est venu comment, ce goût-là de raconter l'histoire des moulins à scie à Saint-Jean-de-Dieu? Moi, j'ai commencé il y a peut-être au-delà de 40 ans. J'avais entendu parler des moulins qu'il y avait dans le ranch Chenou, que j'ai vécu, mettons, en 52, j'avais 24 ans, puis le moulin voisin de Chenou a passé au feu. Puis M. François Rouleau, son moulin, mettons, qui avait acheté des Toby Rioux, des personnes de Trois-Pistoles, qui avait un moulin à Rallonge, il a arrêté ici en 52. Puis par après, mettons, les moulins au village François Lafrance, Maurice Lafrance, Edmond Serrouet, au village, ils ont abandonné les autres en 61, puis en 67. Après ça, au moulin Emmanuel Jean Rioux, il a été faire du bois-là avec mon père aussi. Puis par après aussi au moulin, mettons, à Monet, à Saint-Clément, chez Napoléon Beaulieu, Robert Beaulieu. Puis le dernier moulin, j'étais allé chez le moulin, mettons, M. Normand Dumont. Là, par après, je me suis intéressé aussi à l'emplacement des moulins, mais aussi, mettons, dans les autres rangs de la paroisse que je connaissais pas trop, à un moment donné. Puis à Londres, disons, j'ai ramassé beaucoup de documents aussi au point de vue de la forêt, les contracteurs forestiers. Puis à peu près 10-12 ans, j'ai rencontré M. Bélanger, ce que j'avais ramassé peut-être une cinquantaine, 40 à 50 contrats. Puis de là, lui, formation d'ingénieur forestier, ça a permis, mettons, à un moment donné, de mes connaissances étaient moins fortes, moins au point de vue forestière, pour composer, mettons, les textes ou quoi que ce soit. Et vous êtes quelqu'un de Saint-Jean-de-Dieu? Oui, moi, j'étais cultivateur. Puis à un moment donné, j'étais producteur forestier. J'ai même gagné au mérite forestier en 2006. Puis à partir de 96, j'avais aménagé mes lots, producteur forestier, mais j'avais cultivé ma forêt. Puis à un moment donné, je suis obligé de cultiver dans le livre pour faire un petit peu plus dans ça, à un moment donné. Puis vous, M. Bélanger, vous êtes originaire ici de Saint-Jean-de-Dieu également? Oui, tout à fait, oui. Parlez donc un peu, vous, c'est quoi qui vous a amené à cette aventure-là? Bien, au départ, à un moment donné, disons que je pense qu'on était deux passionnés d'histoire qui se sont rencontrés. Puis, on s'est mis à parler un peu des moulins à scie. On regardait qu'est-ce qui avait été fait à l'heure actuelle. Il y avait très peu de choses. Fait qu'à ce moment-là, de fil en aiguille, Serge avait déjà des choses de fait. On a commencé à regarder ça. Après ça, on est allé rencontrer à un moment donné des personnes âgées. Et puis, c'est suite à ça, à un moment donné, que ça a déboulé, puis que l'intérêt a grandi également. On s'est mis à mettre ça sur papier, puis finalement, à un moment donné, je veux dire, de fil en aiguille, ça a fait le livre qu'on a présentement. C'est un très beau livre. Je l'ai feuilleté tout à l'heure. C'est beaucoup de travail. D'ailleurs, ça prend combien de temps faire un livre comme ça? L'affaire, c'est sûr qu'on ne peut pas parler de temps plein, mais on a passé facilement plus d'une dizaine d'années pour recherche, ramasser de l'information, rencontrer des gens. On a rencontré une douzaine de personnes, et puis juste pour vous donner à titre d'exemple, il y en a déjà 6 de ces personnes-là qui sont plus là. Puis,
moi, dans mon cas, j'avais rencontré des personnes, mettons, des années 80, 90 et 1900, 2000, dans M. Édouard Dauteuil, qui est mort à 104 ans. Quand je suis allé le voir à 102 ans, j'allais le voir pour des renseignements. Il dit, pas tout de suite, il n'y a plus personne parler de ça à un moment donné. Puis là, je suis allé voir, mettons, Mme Milliard, puis Mme Lévesque, Rita Lafrance Milliard, puis Mme Agnès Lévesque. Les autres, le père avait logé 3 moulassiers à Saint-Jean. Après ça, disons, tu avais d'autres personnes aussi, disons, à un moment donné, qui nous ont donné des renseignements pertinents. Mais avec des photos aussi que j'ai pu ramasser des gens qui avaient travaillé, mettons, dans les chantiers dans le temps de Jean Dauteuil, contracteur, et des années qui coupaient 5 à 6 millions de pieds de bois, mettons. Puis il y avait comme les photos, un de mes amis, qui son père a travaillé au moulin à Arthur Rousseau, puis j'avais une quarantaine de bonnes photos de chantier. Donc, ça m'a donné un goût plus d'aller plus loin. Puis pour finir, en 2018, je suis allé à Montréal aux Archives nationales chercher des photos aériennes des derniers moulins-ci qui étaient existants à Saint-Jean-de-Dieu en 1954. Ça, c'était un plus pour moi, à un moment donné, pour dire, mais là, on continue, puis on avance, on fait un livre. Ça se retrouve tout dans le livre, d'ailleurs. Là, on oublie souvent aussi, les gens arrivent à Saint-Jean-de-Dieu, des belles grosses terres agricoles, mais Saint-Jean-de-Dieu, ça a été parti pour l'exploitation forestière. Oui, puis surtout, mettons, avant 1900, même, ils travaillaient chez la Rivière-Bois-Bouche-Cache. Ils coupaient du bois en arrière de Saint-Médard et Saint-Guy. On a, dans le livre, là, on a quand ils faisaient des écluses, ou qu'il y avait aussi, mettons, à un moment donné, comment ils appellent ça, dans des... L'écluse, pour de faire, c'était du Saint-Médard, quand il y a... Ah, de quoi? Une estacade, hein? Estacade? Oui, ça, c'était pour la drave, ouais. La drave, là, il fait pour garder le niveau de l'eau. Puis, à un moment donné, j'ai sorti 6 contrats d'entente entre propriétaires, même M. Tauben, mettons, entre pistoles. Puis, à un moment donné, en 1903, il y avait 2 compagnies forestières qui travaillaient sur la rivière. Puis, au bout de 15 jours, il fallait qu'ils libèrent la rivière, mettons. Ça fait 100 quelques années en arrière de ça, à un moment donné, les choses. Puis après ça, à un moment donné, j'avais ramassé un petit peu d'articles qui se rapportaient au moulin assis. Même là-bas, sur la table, là, j'ai du moulin de Matane. Ma sœur, son mari, quand il est mort en 93, avait des outils du moulin des presses brodeurs à Matane. Puis elle m'a donné ça, à un moment donné. Puis 25 ans plus tard, ils servent à quelque chose aujourd'hui. Puis même, on avait une écluse chez nous au nord. On avait des morceaux là-bas de bois, date de l'écluse des années 1870. Donc, vous en parliez justement. Beaucoup de généalogie dans votre ouvrage également? Oui. Ah oui, M. Bélanger. Bien, c'est parce que ce qui arrive à un moment donné, disons, souvent on ramasse beaucoup de choses au fil des ans. On est des ramasseurs au départ en termes d'histoire et puis tout ça. Donc, à ce moment-là, à partir du moment où on mettait des noms pour les propriétaires de moulins, bien, on voulait savoir à un moment donné ces gens-là, de quelle place ils venaient, puis à qui ils étaient mariés, puis quand elles sont venues au monde, puis quand elles sont décédées. C'est parce que ça évite aussi des fois qu'il y a des gens qui portaient le même nom. Fait qu'à ce moment-là, on était sûr à un moment donné d'avoir la bonne personne. Non. On dit quoi aux jeunes là, qui voient ça passer, qui n'ont jamais vu ça de leur vie? Moi, je dirais, moi, quasiment un dicton, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Puis, quand on est jeune, si on a la chance d'avoir des parents, grands-parents surtout, là, mettons, malgré qu'ils ont des grands-parents, c'était à 50 ans, ils ont du vécu aussi. Des fois, qu'il y a des arrière-grand-mères ou quelque chose comme ça, qui ont des belles photos à place d'aller à la poubelle, ça pourrait servir à bien d'autres choses aussi. Pour, disons, souvenir d'hier. Comme qu'on dit, hier, aujourd'hui et demain, mais ça prend, pour faire l'histoire, il faut avancer dans le temps, à un moment donné. Je pense à un moment donné qu'il ne faut pas nécessairement forcer les jeunes parce que, moi, je me souviens, étant jeune, c'est le genre de choses qui m'intéressait plus ou moins parce que nos parents étaient là. Puis on disait, à un moment donné, je ne sais pas, pour identifier une photo ou n'importe quoi, on n'a pas besoin d'écrire ça, on va demander à notre père ou à notre mère. C'est lorsque ils sont disparus, à un moment donné, qu'on s'aperçoit qu'on aurait dû prendre, à un moment donné, beaucoup plus de notes. Puis, dans le cas des moulins, nous autres, je pense qu'on peut dire là-dedans, moi, pour ma part, je me dis aujourd'hui, notre travail est terminé. Maintenant, c'est notre livre, à un moment donné, qui va garder et perpétuer l'histoire des moulins ici, et c'est lui qui va faire son chemin. Nous autres, on prend notre retraite. Bien, je vous remercie beaucoup, messieurs, et puis bonne chance avec votre livre. Un tome 2? Non, pas pour tout de suite. Hey! Comme vous avez pu voir, on a beaucoup de reportages, donc on va prendre une courte pause publicitaire et on revient avec la suite des reportages. You look stunning. Thanks. Voyons voir la bonne scène. Tu es radieuse. Merci, c'est gentil. Excellent! Je vis et je magasine en français. Un message d'Impératif français.
Reste encore. Reste donc. Reste avec nous. Service d'ambulance, c'est pour quelle ville? C'est mon fils, madame. Quel âge a-t-il? 18. Est-ce qu'il est conscient? Non. Est-ce qu'il respire? Non, il bouge pas, il fait rien. OK, monsieur, on va commencer les manœuvres de réanimation. Est-ce que vous voulez que je répète comment faire? Je suis pas capable, madame! Je suis pas capable! Puis? Restes-tu? Centre de prévention suicide. Je reste. Wow, check les nouveaux snows! Trop nice! Voyons voir la bonne scène! Wow, as-tu vu les nouvelles planches? Vraiment belle! Excellent! Je vis et je magasine en français. Un message d'Impératif français. C'est toujours le classique des Basques. On est présentement en semi-finale. Il y a 12 équipes en semi-finale. De ces 12 équipes, on va en garder 6 qui vont jouer la finale dans l'après-midi avec 2 équipes qui ont eu un bail dû aux qualifications. C'était les 2 premières équipes. La classique des Basques, c'est la première édition. Mais les quilles, ça fait très longtemps que je suis là-dedans. Depuis l'âge de 18 ans que je suis dans les quilles. Durant la finale, après-midi, on prévoit que le bowling devrait être pas mal full. Il y a vraiment une bonne participation. Les gens viennent voir ça, puis ils voient du gros bowling.
intéressé avec le ministère de la Culture. C'est dans le cadre de rencontres entre acteurs culturels et citoyens. Bonsoir, merci d'être là. Je suis très content d'être ici, à la fois au Capot. Il y a de la bonne bière. Je pense qu'un jour, je vais me lancer peut-être dans un film qui sera sur la question peut-être de la sécurité alimentaire, mais les injustices économiques et tout ça, ça me travaille beaucoup. Mais ce soir, c'est autre chose. On est plus dans à la fois le plaisir de manger, de boire, d'entendre, de goûter le territoire. Puis c'est un projet que j'ai fait donc pas cet été bien sûr, l'autre été d'avant, où j'ai suivi 3 chefs que vous allez découvrir ou redécouvrir dans leur quête d'une cuisine et d'une gastronomie identitaire. On pourra en discuter après, là, prendre quelques minutes. Donc bon film et puis Le film suit 3 chefs du Bas-Saint-Laurent, de Kamouraska jusqu'à Métis-sur-Mer. Et c'est des chefs qui veulent vraiment, c'est des défricheurs, c'est des chefs qui vont chercher des produits qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu, qui les apprêtent, qui les transforment pour mettre le territoire dans l'assiette, puis pour créer ce qu'ils appellent une cuisine identitaire, donc une cuisine qui nous ressemble, puis aussi une cuisine qui nous rassemble, qui nous permet de jaser, puis d'être fiers de notre territoire. C'est un film d'1h15, donc on prend vraiment le temps de passer un été complet, là, en fait, d'avril jusqu'à octobre, dans la vie et dans la cuisine de ces chefs-là. Bien, le film, il roule depuis le mois d'avril dernier, donc on a fait plusieurs villes en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent, mais aussi à Québec, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke. C'est ça, il est sorti à Montréal officiellement il y a 2 semaines maintenant. Puis, on a des demandes déjà pour janvier, février prochain. Il y a vraiment une curiosité face au message que portent ces chefs-là. Il va être rediffusé dans la région. Il va y avoir Saint-Germain-de-Kamouraska en février. Et puis, en bout de piste, le film va être présenté à Radio-Canada quelque part avril prochain, je pense. Il y a un couple dans le film. Donc, il y a le chef Kim Côté, qui est chef propriétaire chez Côté Est à Kamouraska, et puis sa conjointe Pelle, donc qui est copropriétaire. Eux, je les connais depuis pratiquement la fondation, la création de leur restaurant. Puis j'étais vraiment à la fois impressionné puis optimiste face à ce qu'ils faisaient, la mission qui s'était donnée de mettre en valeur les produits du Bas-Saint-Laurent, puis d'amener une espèce de communauté de maraîchers, de pêcheurs, d'éleveurs, etc. Donc, il y a 2 ans à peu près, je me suis dit, j'ai envie d'explorer davantage cette question-là. J'avais fait un film sur les cabanes à patates, les cantines. Donc, ça fait partie de notre histoire, notre paysage aussi. Mais là, je voulais aller ailleurs, donc vers la gastronomie. Mais une gastronomie qui nous permet justement éventuellement avoir ces produits-là aussi dans nos assiettes, chez nous, dans nos frigos. Il y a des trucs qui sont moins accessibles, mais il y en a que les champignons sauvages, certaines viandes, etc. Donc, je suis parti avec Kim et Pelle, puis Colombe Saint-Pierre, je la connaissais aussi, je connaissais sa philosophie. Finalement, Pierre-Olivier Ferry, le 3e chef, c'est les 2 autres qui m'ont dit il faut que tu ailles le voir Pierre-Olivier, puis ça a été vraiment une belle surprise, une belle rencontre avec la vision d'autosuffisance qui s'était donnée là, au Jardin de Métis. Il y a beaucoup d'aspects autour de cette idée-là de circuit court, d'aller chercher les produits vraiment proches d'où on est. Il y a certainement un aspect écologique, mais il y a aussi un aspect, moi, je pense que une fierté puis une relation. Quand on sait qui a produit les carottes qu'on mange, qui a transformé le poisson, il l'a fumé, etc., il me semble que ça goûte meilleur, puis ça nous amène aussi à vouloir protéger cette relation-là, ce territoire-là où c'est produit. Donc, oui, il y a un aspect purement, ça va faire moins d'essence, moins de pétrole, mais c'est beaucoup plus loin que ça parce que si on veut vraiment s'attacher à notre territoire, on mange 3 fois par jour. Ça peut être une relation c'est une relation intime, manger aussi, parce qu'on ingère, on avale les produits, donc c'est tous les sens qui sont stimulés. Moi, je réalise des films depuis 15 ans. Le premier était Verdoyant pur laine, donc un film qui a été tourné à l'Île Verte, que Karina Soucy a réalisé. Un questionnement sur l'avenir des petits milieux à travers l'exemple de ce mode de vie insulaire-là. Puis ensuite, on a toujours voulu faire des films qui parlent d'enjeux ruraux, puis
J'ai fait un film en Abitibi, à Malartic, sur la mine d'or qui a déplacé un quartier complet. Donc, on suivait le grand bouleversement que les gens vivaient dans cette ville-là. Puis aussi, je veux aussi montrer que, il y a des combats, il y a des luttes, mais ce que je mets en avant-plan, c'est beaucoup des résistants. J'ai fait un court-métrage sur 2 petites cabanes à sucre avec donc les propriétaires qui tiennent ces petits lieux-là conviviaux à bout de bras. Tout comme j'ai fait avec les femmes qui sont les propriétaires des cantines que j'ai filmées. J'essaie des fois de montrer un autre visage de la ruralité, pas celui où tout va mal, où les jeunes s'en vont, etc. Il y a aussi un autre côté à la médaille. Ici, on est vraiment choyé dans la qualité de produits qu'on peut trouver. On a le fleuve d'un côté, on a la forêt de l'autre. La forêt est pleine de champignons extraordinaires. On commence de plus en plus à cuisiner avec des sapinages, des produits, le sapin baumier, etc. On va avoir des épices qui vont se développer aussi, qui vont être des épices québécoises. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va laisser de côté le curcuma et ces choses-là, mais on va pouvoir vraiment créer une cuisine qui nous ressemble à travers ça. Puis dans le Bas-Saint-Laurent, on a à la fois de superbes tables, de super restaurants, mais on a aussi des produits qu'on peut aller chercher chez le poissonnier, puis qu'on peut aussi demander aux poissonniers de faire venir parce qu'eux, ils sont contents aussi quand on leur dit « Faites-vous avoir des oursins, des bourgots, etc. », des trucs qu'ils n'ont pas tout le temps nécessairement. Okay. Bon, on vous souhaite une bonne présentation à Trois-Pistoles. Merci beaucoup. Comment ça va en arrière? La façon que tu as de te nourrir, de t'alimenter, c'est un marqueur de société. Je trouve qu'on a plus à offrir que des Tim Hortons puis des McDo sur le bord de la route. Au niveau du grill, ce soir, qu'est-ce qu'on a de spécial? Gigot de chevreau, on en a un. Gigot de chevreau, on se souvient que le chevreau, c'est vraiment une exclusivité régionale. Chevreau de lait. Ferme de Lens à Rivière-Ouelle, donc c'est vraiment un produit à découvrir. Fenouil bronze, ça c'est vraiment, vraiment bon. Là. Un fenouil, mais c'est sucré, là. Ça doit être 4 ou 5 fois plus sucré que n'importe quel autre fenouil. Les fleurs sont splendides. Wow! Regarde ça comme c'est beau! Là, dans le fond, là, c'est plus que servir à manger. Ça veut dire qu'on participe à changer des mentalités, à rassembler des gens qui, a priori, ne seraient peut-être pas au rendez-vous. C'est gros, là. C'est toute une révolution là, qui est en train de se préparer dans le domaine de l'alimentation au Québec. Tout ça est positif. Le mouvement, il est entamé, mais il ne faut pas l'oublier, puis il faut juste le nourrir. C'est le chef qui dit ça. Nourrir le mouvement. Bon, sans faire un historique, si on parle juste de ce qui se passe depuis 2 mois, on va parler de 2 mois dans le fond, c'est que il y a 2 mois, on a eu une demande pour faire une soumission à laquelle on s'est attaqué tout le conseil d'administration avec beaucoup d'intérêt, puis beaucoup au niveau des chiffres, là, même si le montant semble haut, là, on a tout pensé là, pour être sûr, parce que quand on fait une soumission aussi, il faut voir aussi à ce qu'à la fin de la ligne, on puisse arriver aussi. Là. Fait que c'est important. Alors, on a tout épluché nos choses comme il faut, on a déposé notre soumission, puis là, notre directeur général il était voir les employés, il dit hey, « c'est bon, on l'a pour 5 ans », parce qu'on avait vu qu'on avait remporté la soumission lors de l'ouverture. Les soumissions, on était les seuls. Ça n'a pas pris quelques jours que... les maires ont refusé la soumission, puis on retourne en appel d'offres. Bon, Serge Damour, notre Vente des Neiges. Bon, je suis vice-président de récupération des basses.
La question est, puis un commentaire aussi, nous, quand on a eu l'avis pour faire la soumission, là, on est allé avec une soumission qui correspondait à la qualité maximale qu'on faisait déjà, avec une récupération qui est au-dessus, généralement tout le temps, de 90%. C'est avec ça qu'on est allé. Il n'était pas question de devis de faire de la récupération comme les compétiteurs font, où il y a des fois jusqu'à 50% de la matière qui retourne carrément au site d'enfouissement. Fait que quand vous dites que vous avez tenu compte de l'environnement et de la qualité environnementale, c'est pas nécessairement vrai, c'est faux. Je regrette. Là, la soumission a été refusée, d'accord, puis on a reçu le document uniquement cette semaine de la MRC, le document officiel. Pourquoi qu'on n'a pas eu la chance, nous, de négocier comme vous avez fait, aller voir nos compétiteurs qui, de un, connaissent maintenant nos prix pour la collecte, nos prix pour le tri, qui connaissent tous nos prix, puis qu'après ça, c'est facile de descendre en bas facilement. On sait qu'on n'est pas si compétitif que ça. Sauf qu'il n'était pas marqué dans le devis qu'on pourrait faire une récupération plus à plage, ordinaire, avec des rejets. On pourrait peut-être aller plus vite, coûter moins cher, tout ça. Ça, vous devez tous être conscients de ça. Si vous dites, là, c'est pas grave s'il y en a 50% qui vont au site d'enfouissement, ben on pourrait être meilleur marché. Mais moi, personnellement, là, on est un exemple au Québec. Puis pourquoi que la Chine, ils ne veulent plus rien savoir, puis l'Asie, de la cochonnerie qui est produite au Québec? C'est parce que c'est de la scrap, justement. Charles, lui, là, ce qu'il demande, c'est pourquoi on n'a pas eu un son de cloche avant le deadline, avant le 4 octobre, quand on a su « Hey, vous êtes donné trop cher », c'était comme si c'était une surprise. Alors que la MRC nous a garagé 100 000 de dépenses de plus pour un revenu de matière qui devrait être 40 000. Je ne vois pas pourquoi notre prix aurait été plus bas. Parce que ce 60 000 là de déficit, il faut le payer. Fait que moi aussi, je me demande pourquoi on ne l'a pas eu ce son de cloche-là d'avance. Ça, c'est la première question. Je suis à peu près certain que je ne répondrai pas. La deuxième, c'est Jocelyn, il a parlé des gros centres, des services qu'on allait perdre. Y a-t-il quelque chose de prévu au niveau des gros centres pour le point de dépôt à l'année, des matières électroniques, des résidus domestiques dangereux, sauf que ça reste à l'intérieur, cadenassé sur une surface de béton? Admettant que la récupération des masses ferme, puis vous allez probablement louer la bâtisse à quelqu'un d'autre, faire quelque chose avec ça, parce que vous pouvez vérifier qu'il faut que ça se paye. L'huile, les aérosols, les filtreurs, tous les bidons d'huile vide, tout ça, ça va aller où, ça là, dehors, l'environnement va coller ça tout de suite. Ils viennent à voir tous les jours. Ça va prendre des installations pour ça. C'est quoi que ça va prendre? Soit vous construisez une bâtisse à l'extérieur, soit vous gardez un espace à l'intérieur, mais si vous gardez un espace à l'intérieur, c'est des frais fixes. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour ça? On parle tellement d'environnement où il y a plein de jeunes de l'école secondaire qui sont descendus dans les rues pour se motiver puis dire what's up, qu'est-ce qu'on fait avec notre avenir? Puis là, on est en train de leur dire comme ah ben c'est bien cute, ben oui, puis on partage sur Facebook, puis on trouve ça cute, mais concrètement, quand il y a un endroit qui procure des emplois, qui a un vraiment meilleur rendement sur le plan environnemental, je ne vois pas pourquoi. En fait, est-ce que ce serait pas une possibilité de faire une campagne, d'aller, bon, là, on est devant les élus ici, mais de peut-être aller cogner au provincial, à Recycle Québec, est-ce qu'il n'y a pas des subventions pour aider à mettre de l'avant, en faire un exemple plutôt que de juste dire ben ça fonctionne pas. Est-ce que ça ne pourrait pas devenir ça la norme? À travailler activement pour le maintien des activités de notre principal pôle de réinsertion socio-professionnelle, pour le maintien de notre expertise locale, puis on parle d'un circuit court. On ne va pas produire des gaz à effet de serre pour transporter de la matière recyclable. Puis finalement, on peut-tu garder justement sur notre territoire, je ne parle pas à Rivière-du-Loup, je parle dans les basses, pour la capacité d'être autonome face aux grands centres, on peut-tu garder des emplois, la récupération des basses, Bien, il y a une nouvelle alliance dans les Basques qui vise la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Alors, je pense que vous pourriez refaire vos devoirs. Deuxième suggestion, les éoliennes. On ne pourrait pas avoir un montant des éoliennes affecté à ce projet social-là. Voilà, c'est tout.
comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que même si on offre le contrat à une compagnie pour des raisons financières, ces raisons financières-là vont se maintenir au-delà de la durée du premier contrat. Est-ce qu'on pourrait obtenir vos chiffriers? Parce que j'aimerais ça beaucoup dissiper le brouillard épais qui subsiste, parce qu'à chaque fois que j'entends l'écart entre le prix qu'on peut obtenir sur le marché et le prix que Récupération des Basques a soumissionné, c'est jamais le même chiffre. C'est possible de reporter d'une année votre décision de demander des solutions, de confier ça à quelqu'un d'autre, continuer encore cette année avec Récupération des Basques? La reporter d'une année, non, mais demander une extension d'une année, c'est pas possible. Alors pourquoi? Parce que ça vous permettrait, durant cette année-là, de discuter avec les responsables de la Récupération des Basques, leur donner la chance au moins de regarder le dossier en profondeur. Moi, j'aimerais ça prendre connaissance aussi des états financiers de cette entreprise-là, voir le déficit, de quelle façon ça pourrait être travaillé. Parce que je suis habitué de travailler là-dedans, j'ai fait ça toute ma vie. Mais le prendre en note, seriez-vous en mesure, M. Denis, de dire oui, on va le faire là, ce soir? C'est les maires qui ont décidé ça. C'est le fun, l'occasion est excellente, tout le monde est là. Monsieur Lavoie, moi, je dirais qu'à la lumière de tout ce qu'on a entendu, je pense que je vois différemment de la Récupération des Basques. Bien sûr que vous voyez le côté non pratique du bac qui n'est pas existant, le SAC, la façon de fonctionner, tout ça, on comprend que c'est peut-être dépassé. Mais par contre, tout ce qui a été sorti ici ce soir, bien logique, il y a tous des gens qui avaient une bonne idée de ce que vous voulez. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a manqué de communication. Parce que de toute façon, on va discuter, c'est pour établir final. Ça fait qu'on va en discuter, qu'on verra. Avec ce que les gens ont apporté. Je pense qu'on aurait besoin de se parler, de discuter. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Moi, oui, on va essayer de... Ça va aller en janvier. Février? On peut faire une réunion là-dessus. Écoutez, on dit ça. Oui, ça Sauf que vous devez être conscient, tout le monde, là, que le problème, c'est que notre contrat il se termine le 31 décembre. Le 31 décembre, c'est terminé comme c'est là pour nous. Là. Fait que dépêchez-vous à nous l'envoyer, la proposition d'au moins faire au minimum une autre année, puis qu'on discute ensemble, qu'on essaye de trouver des solutions. Puis si à la fin de ça, on se rend compte que ça ne sera jamais possible d'atteindre des coûts qui sont raisonnables pour vous, bien, non, on verra rendu là. Au niveau de la récupération, il n'y a pas d'autres questions. Bien, j'aimerais vraiment avoir une discussion avec vous autres dans les plus brefs délais. Puis je tiens à remercier tous les gens qui sont venus. Je ne savais pas qu'il allait y avoir des gens ici, sauf le CA, parce qu'on s'était mobilisés. Puis je remercie aussi tous les gens d'avoir gardé leur calme pour pouvoir poser des questions puis informer un peu les maires qui sont autour de la table. Je remercie toi, puis je remercie aussi tous les maires qui nous ont écoutés et qui nous ont laissé le temps de parler. Oui. Merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est vraiment génial de voir. C'est une vraie expérience démocratique. Donc, des gens qui sont concernés, qui viennent poser des questions au Conseil des maires, c'est vraiment, vraiment génial. De l'autre côté, du côté des maires, évidemment, il faut poser le pour et le contre pour chacune des décisions. Il faut penser aussi à ceux qui n'étaient pas ici. Donc, la majorité silencieuse, il faut prendre ça en compte aussi. Mais c'est des bons points qui ont été amenés ce soir. Ça concerne la récupération des Basques, une entreprise qu'on a ici, puis qui est très louable, qui fait bien son travail. Donc, c'est sûr que ça a touché beaucoup les maires, ça a touché beaucoup le préfet. Puis, il va y avoir des actions qui vont découler de ça. On va se rencontrer, on va peut-être remettre des questions en cause. On va se réunir, on va repeser encore le pour et le contre. C'est sûr qu'on a évidemment l'intérêt de tous les citoyens des Basques à cœur. Puis, bien, on va espérer que ce soit la bonne décision qui va être prise. Fait que, moi, je suis sûr qu'on est capable d'arriver avec un consensus qui aurait de l'allure, puis qui serait la satisfaction d'abord des maires. Dans le fond, si on peut faire mieux, puis que les maires acceptent nos propositions avec une rencontre avec le préfet et M. Dahl. Nous, on ne demande pas mieux que de revoir nos chiffres et de revoir notre récupération revivre. Ça, ce serait notre plus gros souhait pour l'an prochain. Hey, c'est maintenant tout pour moi.
J'espère que vous avez aimé l'émission de cette semaine. J'espère que vous avez aimé les reportages qu'on vous a présentés. La semaine prochaine, sans doute que ça va être un peu moins chargé que cette semaine. Donc ça, c'est normal. C'est juste correct, en fait, parce que nous, ça nous donne un peu le temps de respirer aussi. Donc, encore une fois, on n'oublie pas la question quiz de cette semaine. Nommez-moi 3 services que la TCBH vous offre. Nommez-moi 3 services que la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays vous offre. Si jamais vous avez la réponse, vous nous écrivez en commentaire sous la vidéo sur YouTube ou vous nous appelez 88 851 4000 ou vous nous écrivez au tcbh@outlook.com. Vous pouvez également visiter notre site web tcbh.tv. Et sur ce, on souhaite une très bonne semaine et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre édition des Infos TCBH.